Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe très connu des années 80 et 90 que je redécouvre en ce moment. C'est tout simplement les Pet Shop Boys. Donc voilà, je vais vous présenter leur carrière, faire une espèce de critique générale de leur discographie à travers ce disque donc, qui s'appelle Smash et qui est sorti en 2023, en fait qui est un coffret 3 disques. Donc voilà, c'est un duo que je connais depuis très longtemps, mais j'avais jamais vraiment exploré leur discographie. Et récemment, j'ai eu envie d'écouter plus ce qu'ils faisaient. Et donc je me suis mis à acheter leurs albums et je suis devenu complètement fan en l'espace d'un an. Donc j'ai redécouvert des choses que je connaissais déjà. Et j'ai découvert aussi plein de choses sur lesquelles j'étais passé à côté. Donc voilà, c'est parti pour les Pet Shop Boys. Alors donc le duo anglais, les Pet Shop Boys, bien, ils ont une carrière très très riche, donc je vais rapidement vous résumer leur carrière. Ensuite je vais vous présenter donc le disque, et puis à la fin je vous donnerai mon avis et je vous expliquerai pourquoi je pense que c'est vraiment un groupe musical complètement différent, complètement original, et que ça vaut vraiment le coup d'explorer leur créativité. Donc c'est un duo qui commence en 1984. Donc c'est Neil Tennant et Chris Lowe. Donc Neil Tennant c'était un journaliste. Il travaillait notamment d'ailleurs dans le domaine de la musique pour le magazine Smash It. Puis Chris Lowe c'était un apprenti architecte. Et ils avaient tous les deux cette passion pour la dance music. Enfin, on n'appelait pas ça encore la dance music, mais c'était la musique de club, que eux d'ailleurs appellent disco. Ils ont continué à utiliser ce nom-là pendant toute leur carrière, puisque à la base le mot disco vient des discothèques, hein, donc voilà. Mais en fait ils avaient ce goût, cette envie de faire des disques pour danser, quoi, en fait. Donc c'était vraiment autour de cette créativité et cette envie-là qu'ils se sont rencontrés. Mais pendant 2 ans, ils n'ont pas vraiment eu de succès. Même si, il faut noter qu'en France, la première version de West End Girl avait eu un certain succès quand même. Et d'ailleurs, moi, c'est la version que je connais le mieux et c'est la version que je préfère aussi. Mais voilà, il faut attendre 1986 pour qu'ils aient un grand succès public. Donc c'est un duo anglais très accompli. Le livre, le Guinness Book, le livre Guinness des records dit que c'est le duo anglais le plus prolifique et celui qui a eu le plus de succès. Ils ont vendu quand même 100 millions de disques à travers le monde. Donc c'est incroyable. Moi j'aurais pas cru qu'ils avaient un succès aussi énorme. Mais en même temps, ils ont plus de 40 ans de carrière. Ils n'ont jamais arrêté. Ils font toujours des concerts, ils sortent toujours des disques. Donc sur le long terme, c'est payant. Et puis dans les années 80, ils ont eu énormément de numéro 1, notamment dans leur pays en Angleterre, mais aussi dans plein de pays du monde. Et un de leurs grands accomplissements, et qui est assez étrange, c'est qu'ils ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, alors que pourtant leur univers et leur style de musique ne correspondent pas du tout à la culture américaine, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir, en tout cas régulièrement, du succès aux États-Unis. Donc ils ont sorti 15 albums, et ils ont sorti aussi 15 EP ou remix. Donc en tout, on a quasiment 30 albums officiels. Donc dans les albums EP remix, il y a certains qu'on peut écouter vraiment comme on écouterait un album, et puis d'autres qui sont plus anecdotiques, c'est plus pour avoir les remixes d'une certaine période. À chaque fois, c'est des projets très ambitieux, très aboutis. Je pense que c'est vraiment les premiers artistes à avoir donné leur lettre de noblesse à l'album remix, quoi, hein, voilà. Et dans les années 80, c'est devenu quelque chose et ça s'est prolongé, ça existe encore aujourd'hui. Quand un album a du succès, on fait ensuite la version prolongée avec les remixes. Et ben eux, ils ont fait ça dès leur premier album, hein. Petite info intéressante, c'est qu'ils ont mis très longtemps à faire une vraie tournée. Ils se sont décidés seulement dans les années 90 à faire du live. Au départ, ils ne voulaient pas faire de live parce qu'ils estimaient que leur son était trop studio. Ce qui les intéressait, c'est d'avoir un son très sophistiqué. Ils arrivaient très très bien à faire ça. Mais ils pensaient qu'ils ne pourraient pas le retranscrire en live. Et finalement, quand ils se sont décidés à faire une tournée, ils ont voulu faire quelque chose de très théâtral, de très esthétique. Donc ils ont réussi à créer leur style aussi en concert. Ils ont collaboré avec plein de stars, avec donc Bobby Orlando au départ, qui était vraiment un artiste qui était très réputé dans le début du son électro, new wave,
presque le prototype de ce qu'allait devenir la house music. Et puis ils ont travaillé avec des gens très connus comme Kylie Minogue, Dusty Springfield, Liza Minnelli, Boy George et Eight Wonder. Et d'ailleurs, moi, ma collaboration préférée, c'est Eight Wonder quand ils ont fait I'm Not Scared, qui est une chanson que j'adore. Et j'aime beaucoup aussi The Crying Game qu'ils ont fait avec Boy George. Et j'aurais bien aimé qu'ils fassent un album entier avec Boy George. Je pense que ça aurait été vraiment très intéressant. Et juste pour info, je vous conseille aussi d'aller voir leur site officiel qui est très bien fait, qui est très complet, qui donne un bon aperçu de toute leur carrière. Donc maintenant, on va passer à Smash et on va parcourir toute cette discographie qui va pour ce CD-là de 1985 donc à 2020. Voilà, donc ce CD, ce coffret plutôt Smash, donc qui reprend vraiment toutes les grandes lignes de leur carrière. Alors il n'y a pas leurs albums les plus récents. Le premier CD, c'est les années 1985 à 1991. Ce CD-là, en fait, c'est l'équivalent de leur premier best-of qui était sorti au début des années 90. Hein. Donc on a le même track listing. Ensuite, le CD2, on a les titres de 1993 à 2004. Et le CD3, les titres de 2006 à 2020. Donc voilà, on a un panorama très très complet. Moi, ce qui a été une bonne surprise, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que j'aimais bien les 3 CD, alors que je pensais que ce serait plutôt juste les 2 premiers CD qui m'intéresseraient. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils ont plein de titres incroyables dans les années 2000. Le seul que je connaissais vraiment, c'était The Pop Kids, que j'avais vraiment bien aimé. Mais en fait, il y a plein d'autres tubes qui sont intéressants. On a un design très conceptuel comme toujours chez eux. Là, ça fait très années 90, très clip des années 90, mais en fait, c'est assez cohérent avec certaines choses qu'ils ont fait dans leurs clips. Et puis, on a donc les 3 CD qui sont présentés comme des CD singles, avec des photos floues. Bon, ça, je suis pas forcément très fan. Donc les années 80, les années 90 avec une référence à l'époque de Go West, et les années 2000, bon, grosso modo, même si les décennies se croisent un petit peu. Voilà, et à l'arrière, on a les crédits, les titres. Je trouve que ça manque un petit peu d'un livret pour avoir plus d'explications sur leur discographie. Et ça manque aussi un peu de photos au début, enfin, ils ont toujours eu des pochettes de disques très très étranges et très originales, mais en général il y a quand même une ou deux photos d'eux quelque part. Et là en fait, il y a des photos mais elles sont toutes floues, donc on les voit pas vraiment. Et je trouve que comme ils ont des très belles pochettes de disques, ça aurait été sympa de mettre les visuels des albums. Il faut savoir qu'ils ont même sorti un livre qui refait tout le panorama de toutes leurs pochettes de disques. Tellement ça a été un élément important dans leur processus créatif. Donc voilà, alors le premier CD, donc c'est là où on aura forcément les plus gros tubes. Donc on a West End Girls, donc il y a un tube incontournable. Moi je préfère la première version, mais là on a la deuxième version parce que c'est cette version-là qui a marché auprès du grand public. Ensuite on a Love Comes Quickly, qui est une chanson un peu mid-tempo, un peu romantique, un peu triste, qui est une très belle chanson, et ils ont très régulièrement des chansons comme ça qui sont assez subtiles et qui fonctionnent bien. Ensuite on a une chanson très années 80 qui est Opportunities, Let's Make a Lot of Money. Donc, il y a une chanson que je trouve marrante parce que c'est une des premières chansons qu'ils ont sorties. Et en fait, bon, la première version n'a pas marché, la deuxième version a marché. Et dedans, ils disent on a la créativité, on a le talent, on a le look, donc on va faire plein d'argent. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est une chanson qui se moque un peu des gens qui font ça. Ça correspond dans les années 80 à ce qu'on a appelé les yuppies, c'est-à-dire les hommes d'affaires très ambitieux qui voulaient exploser le marché, qui voulaient devenir le plus riche possible. Mais en vrai, quand on sait qu'ils ont fait à la fin 100 millions de ventes de disques, bah effectivement, ils ont fait a lot of money. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a Suburbia qui fait partie de ces chansons un peu plus conceptuelles, un peu plus étranges, qui est intéressant. Après, là, on a toute la suite de leur super hit, It's a Sin, qui est clairement une de leurs meilleures chansons. C'est une des chansons, je trouve, où Neil Tennant a la voix la plus engagée, la plus presque enragée, la plus triste aussi. C'est une de ses chansons les plus personnelles. En fait, c'est une chanson qui parle de son éducation catholique et du poids psychologique
qu'il a ressenti par rapport à ça, et du fait de toujours sentir qu'il était dans le péché, parce que l'éducation qu'on lui a donnée, c'était de dire tout ce que tu feras, ce sera toujours un péché. Donc c'est vraiment une super belle chanson, et musicalement, c'est comme un film, quoi. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on a le duo avec Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Donc c'est une chanson très classieuse, très chic, qui a un petit côté rétro 60 et qui est moderne, donc c'est vraiment un très très bon titre. Rent, c'est une chanson que je n'aime pas trop. Always on My Mind, donc j'ai découvert que c'était une reprise d'Elvis Presley, je ne savais pas du tout. C'est tellement transformé à la sauce house music qu'on ne reconnaît pas du tout le style d'Elvis Presley. C'est une de mes chansons clairement préférées, c'est clairement pour moi dans mon top 10 des chansons de Pet Shop Boys. Donc voilà, je trouve que c'est hyper efficace. Heart, une chanson que j'adore. À partir de là, en fait, ils font vraiment plein de chansons qui sont super orientées pour les clubs, mais qui ont quand même ce côté pop, ce côté accrocheur, avec quand même des paroles sophistiquées, et puis des éléments de musique un peu inattendus. Il y a des fois des musiques un peu espagnoles, il y a des fois du piano, des fois du violon, enfin bref, beaucoup de créativité. Domino Dancing, j'adore aussi. Toutes les chansons là qui arrivent, je les adore toutes. Left to My Own Device, donc une chanson très positive, très fun. C'est aussi marrant parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas fait leur coming out parce que ça n'existait pas dans les années 80. Mais il y a plein de chansons qui sont tellement gays dans ce qu'ils font. D'ailleurs, même, ils en rigolent eux-mêmes, mais il y a cet album-là qu'ils ont sorti où ils disent qu'ils ont inventé, entre guillemets, le drapeau gay. Mais dans les paroles aussi que fait Neil Tennant, il s'est jamais fait passer pour un hétérosexuel. Donc je veux dire, il a toujours fait des chansons d'amour un peu neutres qui s'adressent à quelqu'un, mais c'est pas précisé si c'est un homme et une femme. Et par la suite, il a évidemment fait son coming out. Chris Lowe ne s'est jamais prononcé sur ça. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il serait plutôt bisexuel ou homosexuel, mais bon, il veut pas. C'est quelqu'un qui est très discret, donc il veut pas raconter sa vie. Et en tout cas, il y a des chansons comme ça où on peut les relire différemment et voir que ça parle un peu de la vie du milieu gay des années 80. Et dans leur discographie, ça a été confirmé par la suite. Ensuite, il y a It's Alright, qui est aussi une reprise, mais d'une chanson qui n'était pas du tout connue. Et c'est une chanson, encore une fois, de pop, house music, dance, qui est très réussie. So Hard, qui est une chanson aussi super dansante, super créative, j'aime beaucoup. Alors Being Boring, ça c'est une chanson un peu plus intimiste, un peu plus sophistiquée, un peu comme Love Come Quickly, donc c'est une belle chanson. C'est aussi une chanson qui parle des années SIDA, c'est une chanson assez triste où ils racontent tous leurs amis qui sont morts du SIDA, donc le fait qu'ils aient envie de parler de ça confirme aussi le fait qu'ils font partie de ce milieu gay des années 80 qui était quand même très visible avec d'autres artistes comme Boy George, comme Jimmy Somerville, comme Dead or Alive, et en même temps qui était décimé par le sida. Donc c'était un mélange de fête et de drame qui était très étrange, et cette chanson traduit bien ça. Une de leurs chansons les plus étonnantes et les plus incroyables, c'est Where the Street Have No Name, I Can Take My Eyes Off You, qui est une reprise de deux chansons, donc une chanson pop-rock de U2 et une chanson disco du tout début des années 80, et mélangées entre elles, en fait, ça semble complètement improbable, les deux chansons s'enchaînent, mais ça fonctionne super bien, et ça prouve qu'ils sont... qu'ils s'amusent à faire de la musique, en fait. Ils se prennent pas trop au sérieux, en fait, globalement, et c'est vraiment très bien fait. Jealousy, c'est une belle chanson un peu plus sobre. DJ Culture, j'adore. C'est une chanson sur les DJ, sur la dance, mais en même temps très, très sophistiquée, très, très classe. Et Was It Worth It, c'est une chanson très festive. Voilà, on a franchement sur ce premier CD, on a que des tubes. Le deuxième CD, donc principalement les années 90. Donc dans les années 90, ils ont continué à avoir beaucoup de succès, notamment avec leur album Very, qui a très bien marché. Moi, c'était le premier album des Pet Shop Boys que j'écoutais régulièrement et que j'aimais bien. Donc on a Can You Forgive Her. C'est une chanson qui est pour le coup un peu rétro 60s, un peu plutôt pop que dance. C'est pas ma préférée. Go West, j'adore, ça a toujours été ma chanson préférée des Pet Shop Boys. Maintenant que je connais mieux leur discographie, j'aurais plus tendance à dire
Always on My Mind par exemple. Mais voilà, Go West, c'est aussi une reprise, mais qu'ils ont sublimé. Et il y a des chœurs russes dedans. Enfin, c'est pas des chœurs russes, c'est inspiré des chœurs de l'armée russe, mais c'est des chœurs masculins. Il y a ce mélange d'explosion de kitsch, et en même temps, il y a bizarrement de l'émotion. Il y a quelque chose de très cinématographique. C'est comme, voilà, ils ajoutent tellement d'effets que ça fait toujours penser un peu à un film, et j'aime beaucoup comme ils ont fait ça. I wouldn't normally do this kind of thing. C'est une chanson super fun, super positive que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin et que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui. Yesterday When I Was Mad, moyennement fan. Paninero 95. Alors ça j'aime beaucoup. C'est une chanson entre guillemets inédite. Enfin c'est une chanson plus rare des années 80. La version originale est bien. C'est la seule chanson connue où Chris Lowe chante. Mais en fait, il chante pas vraiment, il parle, mais ça rend super bien. Mais le remix, pour moi, est encore meilleur. Donc, et il y a un clip qui est incroyable. Ils ont inventé Matrix avant Matrix, en fait. Donc, je vous conseille vraiment de regarder le clip de Paninero. Franchement, j'adore cette chanson. Donc ensuite, on continue avec Before, Sea Vidae et Single Bilingual. Donc ça, c'est tous des chansons qui sont extraites de cet album-là. Et j'aime beaucoup, c'est une pop électro sophistiquée, assez ensoleillée, il y a un esprit espagnol dans cet album. Et je trouve que c'est des chansons très réussies. C'est vraiment Before et Single Bilingual que je préfère. Mais globalement, j'aime tout l'album. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à cet album qui s'appelle Bilingual. Il y a A Red Letter Day qui est pas mal aussi. Ensuite, il y a New York City Boy. Donc ça, c'est une chanson super festive, c'est presque le retour du disco, mais à la sauce années 90. Je trouve que c'est hyper réussi. Dans les années 90, il y avait des chanteurs et des chanteuses comme Cher ou comme Jamiroquai qui avaient réussi à remettre le disco à la mode, mais à le moderniser. Et je trouve que eux, avec New York City Boy, ils arrivent vraiment à faire ça. New York City Boy, c'est aussi quelque part un petit peu le même esprit que ce qu'on retrouve dans Go West, et je trouve que ça fonctionne super bien. Alors après des chansons un petit peu plus modérées, un peu plus tristes, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk, Home and Dry, I Get Along. Donc là, c'est les chansons qu'ils ont fait au début des années 2000 qui sont un peu plus pop rock. Il y en a certaines que j'aime bien et d'autres que j'aime pas trop. On a Miracles et Flamboyant. Flamboyante, j'aime bien parce que c'est une chanson festive, c'est une chanson qui a ce côté aussi de parler des gens dans le milieu de la nuit. Et voilà, donc on a à peu près 10 ans, 11 ans de carrière entre les années 90 et le début des années 2000. Et donc c'est un CD qui est également très intéressant. Donc ensuite on continue avec la période des années 2010 et jusqu'au début de 2020. Donc il y a pas mal de titres que j'aime bien. En fait, à vrai dire, je crois que le seul titre que j'aime pas trop, c'est Numb, qui est une chanson qui fait vraiment... C'est pas une mauvaise chanson, mais ça sort vraiment de leur univers. Mais on a I'm With Stupid, c'est une chanson que j'adore. Et il y a un clip qui est super drôle qu'ils avaient fait avec un duo anglais de l'époque qui faisait Little Britain. Et je trouve que c'est une chanson super rigolote. Et Neil Tennant, dedans, il laisse entendre qu'il sort avec un mec qui est beau gosse, mais qui est stupide, quoi. Donc c'est assez ironique. À l'époque, après, ils ont fait des performances télé en parlant de politique, mais je pense qu'à la base, la chanson, c'était plutôt une histoire... Il y a beaucoup d'ironie dans les paroles de Neil Tennant. Donc, on a Did You See Me Coming, c'est une chanson très positive, très pop dance, très sympathique. Together, voilà, une chanson toujours... Ils ont vraiment une recette pour faire des chansons super efficaces, super dansantes. Ça fonctionne super bien. Des chansons un petit peu plus expérimentales, Memory of the Future. Vocal, une chanson qui fonctionne super bien. Une chanson très créative, très fun, c'est Love is a Bourgeois Construct. Ça a été un coup de cœur immédiat. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est un peu âgé et qui se rend compte que, je sais pas, il s'est séparé de sa femme, ou il s'est fait trahir, ou enfin bref, il se retrouve célibataire et il se rend compte que finalement l'amour ça n'existe pas vraiment, que c'est une construction, c'est bourgeoise.
Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, hein. Historiquement, quand on fait des recherches, on se rend compte que l'amour n'a pas... Enfin, je veux dire, dans l'Antiquité, le concept d'amour n'existait pas, pour ainsi dire, en fait. C'est arrivé... En fait, en réalité, c'est plutôt arrivé avec le Moyen-Âge, mais ça s'est vraiment installé dans la population avec la bourgeoisie moderne, en fait. Donc, c'est une chanson très ironique, mais en même temps, ça dit quelque chose d'assez vrai. Et donc, il se dit, oui, l'amour, c'est une construction bourgeoise, donc moi, je vais me contenter de m'amuser et d'avoir plein de relations sexuelles. Et voilà. Donc, c'est une chanson voilà, qui est ironique, et musicalement, ça fonctionne super bien. Thursday, c'est un duo avec les Example, ça fonctionne super bien, c'est super moderne. C'est là vraiment où on voit qu'ils arrivent à se renouveler de façon super efficace. The Pop Kids, ça a été un coup de cœur immédiat. Je me souviens quand c'était sorti à l'époque, j'avais beaucoup aimé et j'aime toujours ça. Donc c'est une chanson, je pense, où ils parlent d'eux-mêmes et où ils parlent de leur passion pour la musique pop et de comment ils ont fait évoluer cette passion à ce que ça devienne leur métier et à ce qu'ils deviennent eux-mêmes les gamins de la pop, quoi, en fait. Donc super bonne chanson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dreamland, qui est aussi une collaboration avec Years and Years. Pareil, une chanson qui fonctionne super bien, super efficace. Et les deux dernières, Monkey Business et I Don't Wanna, c'est pareil, toujours la recette des tubes Pet Shop Boys qui fonctionne super bien. Donc voilà, donc je pourrais vraiment vous recommander tous ces CD hein, qui sont tous là pour cette anthologie de leur discographie. Alors, donc la rétrospective Pet Shop Boys, on continue. Donc, ce que j'ai noté, ce qui me frappe chez eux, c'est que c'est vraiment un duo avec une formule magique. En fait, ils ont trouvé dès leur premier album une façon de faire de la musique qui était vraiment originale, avec cette particularité que Neil Tennant a quand même une voix très bizarre. Il a une voix très chic, très élégante, mais qui n'est pas trop adaptée normalement à la dance music. Mais ils arrivent à créer des chansons originales où ça fonctionne bien. Et ils ont aussi ce truc de régulièrement rajouter des chœurs, féminins ou masculins, mais qui viennent donner un peu de chaleur à la musique. Leur musique, c'est toujours une musique donc très orientée club, très efficace, mais toujours avec des éléments qui viennent ajouter de la sophistication dedans. Donc, et ils ont vraiment leur propre formule magique et ils arrivent à prolonger ça. Donc il n'y a eu qu'un album, je me souviens plus du titre, mais dans les années 2000 où ils ont changé donc, de style et ils ont été vers un style plus pop rock, qui à vrai dire va pas mal avec la voix de Neil Tennant, mais globalement je pense que tout le monde préfère quand ils font cette espèce de dance music très créative, très solaire et un peu expérimentale aussi. Donc ils ont une esthétique aussi qui est très aboutie, donc ça se voit sur toute leur pochette de disque. Hein. Regardez cette pochette de disque toute jaune avec une partie imprimée en blanc dessus. C'est toujours super intéressant, super conceptuel. C'est presque une galerie d'art, entre guillemets, leur pochette de disque. Il y en a certaines que j'aime un peu moins parce que c'est un peu trop conceptuel, mais ils ont eu des super belles pochettes, notamment la pochette de Very qui était une pochette en plastique orange avec du relief dessus. Et donc c'est intéressant, et puis ils ont aussi des super beaux clips. Et pour des artistes qui sont pas très dans le physique, qui sont pas très dans la danse, qui sont pas très... Ils arrivent toujours à trouver un moyen de rendre leurs clips intéressants. Et visuellement c'est toujours hyper créatif, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder leur chaîne YouTube et d'aller regarder leurs clips. Vous serez pas déçus. Une chose que je note aussi, c'est qu'ils ont un positionnement presque anti-star. En fait, dès le départ, quand on regarde leurs interviews, quand on regarde leur fonctionnement, ils veulent plutôt laisser parler leur musique et moins se mettre en avant. Et aussi dans leurs interviews, ils se présentent d'une façon avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de simplicité. Donc ils jouent pas du tout sur ce côté, genre on est des dieux de la musique, on est les plus beaux, les plus forts. Ils sont plutôt comme deux personnages en train d'observer ce qui se passe. Et d'ailleurs dans leurs clips, souvent, on les voit, ils sont juste positionnés dans un coin de la pièce, ils font rien. Et c'est assez étonnant sur ça. Ils me rappellent un petit peu le duo Gilbert et Georges, qui sont aussi des Anglais, et qui ont créé tout un univers et toute une esthétique où ils sont comme deux personnages qui observent le monde. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, le point fort de leur carrière, c'est qu'ils ont réussi à avoir des tubes sur 40 ans, voilà. Hein, et puis je suis assez persuadé qu'ils vont continuer leur discographie et qu'ils vont réussir à se renouveler.
sur leur site officiel, on a toutes leurs paroles, et c'est vraiment intéressant parce que, contrairement à pas mal d'artistes américains qui font des paroles assez simples et assez justes, efficaces, et à pas mal d'artistes dans la pop musique en général, on peut prendre les Suédois, les Italiens, il y a plein d'artistes, même en France, on en a plein d'artistes, vous savez, qui font une carrière en anglais en fait. Mais souvent les paroles c'est un peu secondaire. Mais les Pet Shop Boys, il y a toujours un mélange d'émotions, de cynisme, d'observation sociale, de désillusion aussi. Et ça c'est une thématique qui revient pas mal dans leurs chansons. Donc c'est vraiment intéressant et ça fait que c'est plus sophistiqué que d'autres types de musique. Ils ont ce mélange, je trouve, qui est très marrant et qu'il y a sur tous leurs albums. Il y a un peu de choses conceptuelles, il y a des choses minimalistes, il y a des choses qui sont très pop, très accrocheuses, et il y a aussi des choses qui sont très kitsch, qui sont vraiment où ils s'amusent. Donc Go West, ça a un côté très kitsch, mais comme je vous disais, la reprise de Where the Street Have No Name, c'est aussi complètement délirant. Et puis il y a des chansons comme je vous ai dit, New York City Boy, I'm With Stupid, il y a vraiment plein de chansons qui sont juste pour le fun. Et le fait de mélanger des chansons comme ça qui sont super rigolotes et à côté d'autres chansons comme Suburbia qui sont des chansons super sérieuses, super conceptuelles, ça donne vraiment un certain charme et une certaine qualité à leur musique. Je trouve aussi que Chris et Neil ont tous les deux des personnalités assez attachantes. Donc Neil est plutôt bavard, il a pas mal d'humour, il est sympathique, et Chris est très très discret, très secret, mais on voit aussi qu'il a quand même un certain type d'humour, et en tout cas les voir en interview c'est assez sympathique. Et d'ailleurs même eux dans les interviews ils rigolent et ils disent des fois on réagit comme un vieux couple quoi. Mais bref, donc c'est tout un univers à part, très positif mais en même temps très subtil, très dynamisant. Il y a certaines chansons je trouve où des fois je me dis ce serait peut-être mieux chanté par quelqu'un d'autre. Parce que j'adore ce qu'ils ont fait, encore une fois, avec Eight Wonder, avec Boy George, avec Kylie Minogue. Mais globalement, il y a vraiment un univers super intéressant. Et moi, finalement, je me rends compte que ça me met de bonne humeur d'écouter leur musique. Et donc, voilà, si vous aimez les Pet Shop Boys, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me parler de vos chansons préférées. Et si ça fonctionne bien, je ferai certainement d'autres vidéos consacrées à leur musique. Donc voilà, donc sur ma chaîne, vous entendrez parler de la musique, principalement les années 80 et 90, et aussi de cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.